monde, bienvenue à cet épisode de Deux Fiscalistes, un podcast. Je me présente, Professeur Reggie, avec Professeur Marjo. Et aujourd'hui, on a une invitée, une sommité, que je veux dire, en politique fiscale, ou qui est juste question de la mettre mal à l'aise un peu au début, mettre les standards très hauts. Donc, Madame Camille Lajoie. Madame Lajoie, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous une sommité? Pourquoi êtes-vous si importante? Écoutez, je vais rester très humble là-dedans parce que je pense que le mot sommité est peut-être un peu fort, mais je suis économiste de formation, donc baccalauréat et maîtrise. Je détiens également une maîtrise en politique publique de la London School of Economics et une maîtrise en affaires globales de l'Université de Toronto. Je trouvais qu'être économiste, des fois, on voyait beaucoup de problèmes, mais avec des solutions qui étaient peu réalistes à appliquer. Donc, j'avais besoin d'aller chercher un peu un outillage qui était plus concret, qui avait plus... qui allait plus fonctionner au niveau de l'acceptabilité sociale et tout ça. Donc, j'ai été chercher un petit peu des diplômes additionnels pour m'aider là-dedans. Sinon, je travaille avec le World Inequality Lab en collaboration sur différents projets. Donc, les inégalités, c'est quelque chose qui nous passionne. Je suis actuellement consultante en économie pour une firme que j'ai partie avec mon associé François Delorme, donc qui s'appelle Delorme Lajoie Consultation. Et on a une niche vraiment sur les inégalités socio-économiques et environnementales. Donc, c'est sûr que quand on parle d'inégalités, comme on va le faire aujourd'hui, ça vient vraiment chercher ma passion intérieure, puis aussi, c'est quelque chose qui mérite à être connu. Tu l'as mentionné, le sujet d'aujourd'hui, qui va être un sujet de politique fiscale, donc les inégalités au Québec et inégalités économiques, fiscales, financières, bref, on va un peu parler de tout ça. Et tu parlais de Delorme Lajoie Consultation. Je suis curieux, consultation en quoi? Dans le sens... Je veux dire, si je me pose des questions sur les inégalités, je vous appelle. Peut-être un petit peu plus concrètement, qu'est-ce que vous faites? Absolument. Ben, nous, on se concentre beaucoup. On a beaucoup de partenaires qui sont des organismes sociaux, par exemple, qui ont besoin d'avoir des chiffres concrets ou d'être en mesure de quantifier leur impact dans la société afin de pérenniser leur financement, surtout des organismes, par exemple, auprès du travail de proximité, par exemple, les entreprises d'insertion ou les entreprises adaptées. Donc, on a besoin d'adresser comment ces organismes-là ont des impacts concrets dans la société, puis pas nécessairement des choses qui se voient en termes monétaires, mais des choses qui se voient pas nécessairement, mais qui sont tout aussi importantes. Donc, notre travail consiste à ça, mais on travaille aussi dans la quantification d'impact de feux de forêt, dans la quantification d'impact de changement de politique dans des transports en commun. Donc, vraiment, on a une variété je dirais, de niche ou d'expertise. Puis c'est cette polyvalence-là qu'on aime aller chercher avec les différents mandats qu'on fait, là, vraiment. Vous êtes des chercheurs, en gros. Exactement, mais j'ai commencé... Mais des vrais, là. Vous autres, c'est vrai que vous faites des études. Fait que quand toi, tu dis, basé sur telle étude, on te croit. Ben, le but, c'est toujours d'avoir des méthodologies qui sont transparentes et qui peuvent être reproduites par quelqu'un d'autre dans l'optique de ne pas se faire questionner ou de ne pas se faire réfuter un argumentaire. Donc, on travaille très fort à être transparent, concret et très conservateur dans nos méthodologies. Donc, oui, c'est quelque chose sur lequel on aime beaucoup se pencher puis prendre le temps de faire les choses comme il faut. Et je crois que tu travailles aussi avec un autre... organisme, je pense, avec l'Université Sherbrooke, parce qu'aujourd'hui, on parle d'inégalité, mais on parle plus spécifiquement de 2 rapports qui ont été publiés en 2023. Donc, c'est récent, c'est pas quelque chose qui date de 2015. 2 rapports de 2023. Donc, un qui est l'évolution des inégalités de revenus au Canada et regard sur les provinces de 1982 à 2021. Nouvelle évidence tirée des comptes nationaux distribués. Et le deuxième qui est les inégalités au Québec revisitées, remettre le génie dans sa bouteille. J'aime beaucoup le titre de celui-là en passant. Je ne sais pas qui l'a trouvé, mais en tout cas, j'aime le titre. On pourrait y revenir. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ces rapports-là? En quel contexte est-ce qu'ils ont été faits? Avec qui? Puis, je te laisse aller. Absolument. C'est des rapports qui ont été faits sous l'effigie de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. J'étais professionnelle de recherche anciennement à la chaire qui est dirigée par Luc Godbout. C'est un organisme, dans le fond, interdisciplinaire qui regroupe plusieurs chercheurs qui s'intéressent à des sujets tels que l'économie, les politiques fiscales, les enjeux socio-économiques. Puis, ils font énormément de publications. Donc, c'est vraiment un hub, j'appellerais, de chercheurs interdisciplinaires. Donc, ils sont très, très
ancré dans tout ce qui se passe, l'actualité économique, fiscale et tout ça. Puis, il publie énormément de choses, donc pas juste, par exemple, les travaux sur les inégalités, mais aussi des travaux, par exemple, sur le fardeau fiscal d'une certaine politique ou la taxe sur l'essence, ou encore, ils vont publier justement en janvier leur bilan de la fiscalité 2026. Donc, c'est vraiment un organisme multidisciplinaire qui s'intéresse à énormément d'enjeux sociétaux. Donc, c'est sous cette effigie-là que ça a été fait. Un des deux rapports a également été fait en collaboration avec le World Inequality Lab, donc celui sur le DINA qu'on appelle, qui est les comptes nationaux distribués en anglais. Donc, ça, c'est une collaboration avec le World Inequality Lab qui permettait aussi d'aller chercher des données, une méthodologie qu'on n'a pas nécessairement appliquée avant au Québec. Donc, vraiment une nouveauté qu'on ne connaissait pas. Puis, ce rapport-là a permis aussi de nous outiller, mais deux, a permis au World Inequality Lab d'avoir pour la première fois des données qui étaient dans le fond, plus régionalisées que les pays. Donc, on avait les provinces canadiennes, puis on avait finalement aussi des données après taxes après impôts et transferts, dans le fond, chose qu'on n'avait jamais eu au World Inequality Lab avant. Donc, on a travaillé sur cette méthodologie-là pendant plusieurs mois. Fait qu'il y a même une nouvelle méthodologie pour ces rapports-là. Oui, ben on s'inspire de celle qui a été créée par Piketty et Chancel, donc vraiment des grandes sommités au niveau des inégalités, mais on a été en mesure d'adapter ça au contexte canadien parce que les inégalités diffèrent d'une province à l'autre. On va le voir, je pense, un peu plus tard, mais c'est des choses qu'il fallait aborder. Puis aussi, c'est important de voir le rôle de l'État dans la redistribution, donc d'avoir les comptes nationaux distribués, mais après impôt et après transfert, ça apportait quelque chose de nouveau. Donc, c'est de là que notre collaboration est née. Puis on continue de collaborer avec le World Inequality Lab sur d'autres travaux actuellement. Puis, pourquoi? Quels étaient les objectifs derrière ces recherches-là, ces rapports-là? C'était quoi vos motivations? Pourquoi vous avez voulu entamer ces travaux-là avec ces deux organisations-là? Je pense que la première motivation, c'est de dire que des fois, qu'est-ce qu'on voit dans les données, c'est pas nécessairement la réalité. Qu'est-ce qu'on voit dans la rue, qu'est-ce qu'on voit quand on se promène, par exemple, à Montréal. On avait des données qui nous disaient que les inégalités, par exemple, n'avaient pas tant augmenté ou c'est pas des choses qu'on voyait s'implanter de plus en plus au Québec, mais pourtant, on voit, par exemple, de plus en plus d'itinérance, on voit de plus en plus de dégradation au niveau de la santé mentale, par exemple, plus de demandes auprès de banques alimentaires. Donc, c'est des choses que je me disais, ça ne concorde pas nécessairement avec les données que j'observe. Donc, je pense qu'il est important qu'on retravaille les données puis la méthodologie pour être capable d'aller le plus possible se coller à la réalité qu'on voit. Donc, le premier rapport de remettre le génie dans sa bouteille, ça a été travaillé là-dessus parce que les indicateurs traditionnels, des inégalités, ils ont leur discours, mais c'est pas nécessairement ceux qui se collent le plus à la réalité. Donc, on voulait venir apporter des nuances de ce côté-là, François et moi, dans cette recherche-là. Puis, dans le deuxième rapport, c'était vraiment de pouvoir offrir au World Inequality Lab une mise à jour des données pour le Canada et d'améliorer un petit peu le côté méthodologique que j'ai discuté un petit peu plus tôt. Étant donné qu'on a du temps sur le podcast, on va faire quelque chose qu'on voit rarement dans les médias, parce qu'on voit tant les gens mettre 2-3 minutes et essayer d'expliquer un rapport de 30 pages en 30 secondes. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour discuter, expliquer, pas 30 minutes, mais au moins 5-6 minutes, qu'on regarde la méthodologie, que tu puisses dire c'est comment ça fonctionne derrière un rapport. Notamment, dans ces rapports-là, on parle de coefficient de Gini, indice de Palma, le DINA, des très beaux termes. Est-ce que tu es en mesure de juste pour monsieur, madame, tout le monde, là, fais comme si j'étais un enfant de 5 ans, parce que littéralement, mon cours de méthode statistique au cégep était le seul cours que j'ai tellement forcé pour ne pas le couler, parce que j'aimais pas ça. Fait que si on pouvait juste m'expliquer coefficient de Gini, indice de Palma, c'est quoi? Absolument. Le coefficient de Gini, c'est probablement la mesure d'inégalité qui est la plus répandue à travers le monde. C'est la mesure qu'on utilise pour comparer les inégalités d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre. Donc, vraiment, partout. Donc, quand on parle d'inégalité, c'est rare qu'on n'apporte pas le coefficient de Gini. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un coefficient, mais comment j'interprète ça? Il est souvent interprété entre 0 et 1 ou 0 et 100, tout dépendant sur quelle base vous voulez le mettre. Mais le plus commun, puis comment la méthodologie est construite, c'est de 0 à 1. 0 signifie aucune inégalité dans la société. Autrement dit, si j'ai 100 personnes dans ma ville,
ben les 100 personnes gagnent le même revenu. Donc, ça, c'est inégalité zéro, donc 100% d'égalité, ou ce qu'on appelle la droite d'égalité parfaite. Par contre, si j'ai un coefficient de Gini qui se rapproche de 1, ben, je peux penser à une société de 100 personnes où 99 personnes n'auraient absolument rien et une personne aurait l'ensemble du revenu d'une société. Donc, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Plus c'est haut, plus il y a d'inégalités, plus c'est bas, plus on est dans une société égalitaire. Non. Est-ce que tu connais le coefficient de Gini du Québec et du Canada? Ça dépend si on parle avant ou après impôt. Donc, ça, je pense qu'on va en discuter tout à l'heure. Mais on se trouve plus dans les eaux avant impôt de 0,25 pour le Québec. Puis, si on regarde avant impôt, par contre, là, il y a plus d'inégalités parce qu'il n'y a pas d'effet redistributif de l'État. Donc, on va se situer plus proche du 0,4 là, actuellement. On est quand même beaucoup plus proche du 0 que du 1. Oui, mais c'est quand même une mesure qui est exponentielle. Donc, plus j'avance vers le 1, plus l'état des inégalités est important. Donc, c'est pas, puisque j'augmente de 0,01, c'est juste 0,1% de plus qu'une autre société. C'est comme vraiment une mesure qui est exponentielle. Donc, il faut faire attention de ne pas dire, mon Gini est juste de 0,5 qui est 2 fois celui du Canada. C'est pas tu as 2 fois plus d'inégalité, c'est plus que 2 fois d'inégalité, par exemple. OK. Il faut faire attention dans l'interprétation. Puis c'est ça qui est un petit peu difficile. Puis une de ses limites, c'est au final, ça veut dire quoi 0,25 contre 0,75? C'est difficile à dire parce que c'est pas nécessairement géométrique dans son interprétation. Puis ce calcul de coefficient-là, c'est juste une division ou c'est une formule mathématique très complexe? Non, c'est vraiment pas si complexe. Je ne veux pas non plus m'avancer. Puis c'est correct. Pour moi, la loi de l'impôt, des fois, est pas complexe, mais je sais que c'est pas... compliqué pour moi. Mais oui, en fait, on regarde la droite d'égalité parfaite, qui est comme une droite qu'on met dans un graphique. Puis ça serait le revenu, il est distribué également envers tout le monde. Puis on prend la distribution de revenus dans une région particulière, puis on fait le revenu cumulatif. Donc, de la personne la moins aisée à la personne la plus aisée, qu'on cumule leurs revenus. Puis ça nous fait une droite cumulative des revenus. Puis, le coefficient de Gini, en fait, c'est la différence entre la droite d'égalité parfaite et ma distribution. Donc, si j'ai, par exemple, une courbe, là, je vais le faire dans votre sens pour que vous voyez, mais ma droite d'égalité parfaite est comme ça et ma distribution des revenus est vraiment à pic à la fin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, très peu de personnes dans le haut de la distribution qui ont beaucoup, beaucoup de revenus, puis ceux du bas en ont très peu. Donc, genre un coefficient de Gini qui est très élevé parce que l'écart, là, c'est vraiment pas cute, je m'excuse, mais l'écart entre les deux est très, très grand, dans le fond. Les États-Unis. Donc, c'est juste un commentaire éditorial. Mais est-ce que c'est uniquement les revenus disponibles ou c'est les revenus gagnés ou... Ça va dépendre de la définition qu'on utilise, mais on peut le calculer selon la définition. Donc, on choisit si on prend les revenus après l'aide gouvernementale ou avant l'aide gouvernementale. Exactement. Donc, on peut faire jouer les données selon... Mettons, dans les médias, on peut faire jouer les données pour faire dire ce qu'on veut bien dire. Je ne peux pas m'avancer nécessairement sur ce que les médias décident de faire, mais oui, il y a possibilité de changer le message en fonction de c'est quoi l'objectif. Si l'objectif, c'est de montrer qu'il y a énormément d'inégalités, mais certaines personnes vont décider d'y aller avec le revenu de marché où il n'y a aucune aide gouvernementale. Puis si on veut montrer qu'en effet, il y a peu d'inégalités et qu'on n'a pas besoin, par exemple, d'agir plus, on va y aller avec le revenu disponible. Il y a déjà un effet. Je comprends. C'est vraiment intéressant de pouvoir jouer sur ces deux niveaux-là. Oui, parce que ça monte. Fait que ça, c'est super intéressant parce que oui, c'est correct, moi, je vais le dire. Oui, les médias vont utiliser les données pour donner l'histoire qu'ils veulent. L'histoire qui vend le plus. L'histoire qui vend le plus étant que généralement, c'est rare qu'on va dire oui, une belle distribution, on est bien, on va plus dire qu'il y a des inégalités, ça fait beaucoup plus vendre, puis ça suscite bien plus de réactions chez les gens. Donc, puis pour avoir déjà été questionné par des médias, des fois, j'avais littéralement des questions. Ah ouais, mais c'est pas ce qu'on veut montrer. Oui, mais c'est ça la réalité. Donc, fait que bref, c'est super intéressant. Fait que tout dépendant, le revenu qu'on va prendre peut avoir un impact. Parce que c'est vrai, quand tu le mentionnes maintenant, si je prends le revenu avant impôt et avant distribution pour venir dire qu'il y a des inégalités, ben c'est normal. Parce qu'on n'a pas encore mis l'impact de l'impôt et de la redistribution, l'impôt qui est là pour faire cette redistribution-là principalement. L'indice de Palma, c'est quoi ça? Parce que moi, l'indice de Palma, pour moi, c'est un resto-bar qu'il y a dans Griffintown, mais j'imagine qu'il y a quelque chose de plus, là. Oui, en fait, l'indice de Palma, c'est un indice qui a été développé plus récemment, là, donc plus vers les années entre 2006 et 2013, parce que c'est né en 2006 de un chercheur, mais ça a vraiment été publicisé vers 2012-2013 par 2 autres chercheurs. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur les extrémités de la distribution de revenus.
On dit que les inégalités se trouvent souvent là. Donc, c'est souvent soit les personnes qui sont très, très aisées et les personnes qui sont très, très vulnérables. Donc, ces deux bouts de la distribution-là sont très importants. Et donc, ce qu'on fait avec l'indice de Palma, c'est qu'on va prendre le 40% des personnes les moins, qui ont les plus bas revenus dans une juridiction, par exemple le Québec, puis on va prendre le 10% qui a également le plus haut revenu. Puis, je vais diviser la part des revenus accumulés par les 10% les plus hauts par celle des 40% les plus bas. Donc, autrement dit, si j'ai un indice de Palma de 1, ça veut dire que les 10% avec les plus hauts revenus au Québec gagnent la même chose que le 40% le moins nanti de la province. Donc, c'est comme 4 fois plus de personnes dans le 40% en bas, mais ça reste qu'on gagne exactement le même revenu cumulatif. Mais il y a des pays où ça va s'élever jusqu'à 7 ou 8, l'indice de Palma. Donc, 10% des gens vont gagner 7 ou 8 fois plus que le 40% des moins nantis, ce qui est quand même... ce qui est quand même une bonne mesure des inégalités, surtout si elle se trouve dans les fins de la distribution. Là. Impressionnant, tu peux le dire. C'est quand même impressionnant. Oui. On ne les renommera pas. Mais... Je comprenais l'idée d'exclure la classe moyenne en me disant on va se concentrer sur les éléments polarisés. Mais dans un calcul d'inégalité sociale, il me semble que la classe moyenne peut également en faire partie. Il n'y a pas juste les extrêmes quand on parle d'inégalité sociale. Donc, je trouvais ça étonnant que cet indice-là exclue 50% de la population puis que ça soit considéré comme étant normal et un outil. Donc, je sais pas, je suis pas un expert puis on pourra me corriger, mais on pourrait même poser la question, on aurait peut-être dû commencer avec ça, c'est quoi la définition d'une inégalité? Parce que si 50% de la population vit dans ce milieu-là, est-ce que, de facto, on peut dire que ça devient la moyenne et donc que c'est ça, la vie normale? Fait qu'on va aller voir ceux qui sont aux extrémités pour voir c'est quoi l'inégalité à ce niveau-là. Parce que si, je n'importe quoi, si 50% de ta population a tel revenu, vit dans cette tranche de revenus-là, ben c'est que c'est ça ta moyenne, c'est ça ta médiane. Ben, moyenne, médiane, c'est pas la même chose, je comprends, mais je veux dire, c'est là que ça se passe. Fait que tu vas aller voir tes extrémités pour voir, ben c'est là que tu as des grosses inégalités parce que le reste, t'es dans... Je vais comparer ça à des étudiants. Comparer ça à des étudiants avec des notes, avec les résultats. Donc, si j'ai 50% de mes étudiants qui ont entre 70 et 80, j'en ai 10 qui ont au-dessus de 95, puis j'en ai 40 qui ont en bas de 40% qui ont en bas de 50, ben c'est eux autres que je vais aller voir comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux-là, puis il y en a-tu qui ont manqué des cours, il y en a-tu qui ont triché, il y en a-tu qui ont, qu'est-ce qui s'est passé, tandis que mon 50% qui a 70-80, ben c'est ma moyenne. Eux autres, techniquement, ils ont tous compris la même chose. Puis, en tant que professeur, c'est ce que tu veux normalement, que tes étudiants aient tous sensiblement la même moyenne, parce que ça montre que ton contenu que tu as montré est bon. Fait que je sais pas si Donc, personne n'a critiqué cette exclusion-là de 50% de la population? C'est critiqué, puis c'est une des faiblesses, justement, de l'indice de Palma, mais le coefficient de Gini en a également. Fait que c'est pas... Les deux ont leur force et leur faiblesse. Okay. Mais c'est sûr que d'exclure 50%, ça dépend aussi à quel niveau se situe la classe moyenne. Si la classe moyenne, ou par exemple, prenons une société avec 100 personnes, où les 10 personnes les plus riches vivent excessivement bien, vivent dans des palais, sont servis... de fond en comble, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais 90% de la population qui vit à l'extérieur du château vit très, très mal. Si on exclut la classe moyenne dans ce cas-ci, on ne peut pas dire qu'on voudrait que les 50% du milieu restent au niveau où ils sont. Donc, c'est sûr que dans une situation d'inégalité extrême, ça peut venir nuire comme à notre identification. Mais dans un autre sens aussi, ce qu'on veut identifier le plus avec cet indice-là, c'est par exemple les gens qui sont des ultra riches. On peut penser par exemple à Jeff Bezos ou encore à Bill Gates, par exemple, ou Elon Musk. J'essaie de chercher des comparatifs, mais puis qu'on les compare au moins nantis des Américains. On a comme vraiment cette distinction-là qui vient montrer que, OK, il y a des gens qui reçoivent zéro revenu puis qui vivent uniquement d'allocations, puis on a des gens qui gagnent des millions de dollars à l'heure dans le pays. Donc, ça vient aussi mettre en évidence ces grandes inégalités-là et à quel point c'est flagrant. Donc, je pense que l'indice de Palma, puis ça, je pense, c'est une interprétation personnelle, veut mettre en évidence les grandes inégalités entre les deux extrémités, se disant que les gens se réfèrent comme ancrage la classe moyenne pour être bien dans leur région. Puis on s'entend que la classe moyenne partout
pas exceptionnelles nécessairement. Il peut y avoir des places où les standards sont quand même faibles pour leur classe moyenne. Je comprends. Mais c'est toujours fondé sur le concept de revenu travaillé et le revenu après les redistributions de la richesse. On peut encore une fois le calculer avant ou après. Donc, OK. on peut regarder le revenu avant impôts et transferts ou après. Donc, l'indice de Palma va être beaucoup plus important avant. Donc, si je regarde avant toute redistribution, puis si je regarde après impôt, il est en bas de 1 pour le Québec. Donc, c'est quand même encourageant parce qu'il y a des pays où, comme j'ai mentionné aussi, ça peut aller jusqu'à 7 ou 8. Mais oui, il y a quand même il y a intérêt à regarder les deux définitions de revenus, toutes les définitions, puis tous les indices. C'est ce qu'on fait dans les rapports d'ailleurs pour être en mesure de ne pas avoir de biais sur quelles mesures on utilise, mais vraiment donner un portrait complet des inégalités, tout dépendant de la définition du revenu. Et cela exclut les avoirs. Donc, une personne pourrait gagner 0 $, donc être ciblée par une des extrémités, mais être assise sur un patrimoine de plusieurs millions de dollars. Est-ce que ça fait partie des limites de ces outils de recherche-là, les avoirs que les personnes possèdent? En fait, c'est qu'il existe tellement de sortes d'inégalités que nous, on se concentre dans les rapports aussi sur les inégalités de revenus, mais il existe les inégalités de patrimoine qui sont beaucoup adressées, par exemple, en France en ce moment ou en Europe. Donc, de peut-être taxer la richesse, de se dire, est-ce que si on taxe la richesse, ça peut être une source de revenus pour l'État et aider les services publics et des choses comme ça, sachant qu'on taxerait vraiment le haut de la distribution. C'est des choses qui sont réfléchies en ce moment. Au Canada, c'est moins abordé, mais il y a aussi des inégalités, par exemple, d'opportunités. Juste de dire, par exemple, aux États-Unis, si tu n'es pas dans une famille qui a les moyens de t'envoyer à l'université, ben peut-être que tu n'iras jamais. Puis c'est ce qu'on appelle, dans le fond, il n'y aura pas de mouvement intergénérationnel entre les différentes strates socio-économiques. Donc, on est un peu gelé dans la façon, dans nos opportunités. Il y a des inégalités, comme on a dit, de patrimoine, de revenus, d'opportunités, les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, il y a tout plein de types d'inégalités. Les rapports se concentrent sur un, mais en effet, ça s'arrête pas là, la recherche, puis ça devrait pas s'arrêter là. Il y a des recherches qui sont sorties et qui sortent en ce moment au Canada sur les inégalités en termes de patrimoine. Donc, je pense que c'est des choses qui doivent être complémentaires. Très intéressant, merci. Où prenez-vous vos données? Parce que c'est beau de dire on va se baser sur les revenus, etc. Est-ce que vous faites simplement cogner à la porte de l'ARC et dire est-ce que c'est possible d'avoir accès à toutes les données des contribuables avec le nom, NAS, revenus, etc. Ou comment ça se passe? Non, inquiétez-vous pas pour votre confidentialité. Tout est bien protégé. Je ne pourrais pas identifier personne dans la base de données que j'ai. Puis ça dépend du rapport, en fait. Donc, il y a plusieurs bases de données pour le rapport de remettre le Gini dans sa bouteille. Les indices de Gini et de Palma sont calculables à partir de tableaux publics de Statistique Canada. Donc, on a utilisé des données Statistique Canada, puis même qu'on a utilisé le tableau des contribuables à haut revenu, que ça s'appelle. Donc, on est capable de voir les différentes strates, donc le 10 le plus aisé jusqu'au 0,01 le plus aisé. Donc, on a toute cette granularité-là à même les Statistique Canada, qui est un organisme public de données. Donc, c'est pas des données qui sortent du dark web. Clairement, il y a une certaine crédibilité. Puis, pour le deuxième rapport, c'est des données qui sortent de ce qu'on appelle, dans le fond, le LAD en anglais ou la DAL en français, qui est la base de données administrative longitudinale, qui, elle, chaque année, prend 20 des T1, donc les déclarations de revenus des particuliers, et étire ça et avec 20 ils ont un bon échantillon, sont capables de dire c'est quoi la distribution de revenus au Canada. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est pas nécessairement une personne a gagné 1,5 million. On voit, par exemple, chaque percentile, il y a combien de gens dans les percentiles, puis c'est quoi le revenu moyen de ce percentile-là, c'est quoi le revenu médian, combien ils ont eu de transferts en moyenne. Donc, c'est des choses comme ça qu'on observe. Donc, encore une fois, des données qui sont accessibles publiquement. Concernant la méthodologie, je n'aurais peut-être une dernière question après ça. Je pense qu'on peut rentrer dans le rapport parce que là, plus je t'entends, plus je me dis, OK, je veux qu'on rentre dans le Québec, savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Dans les rapports, on parle de seuils provinciaux versus nationaux. Notamment, on parlait d'aller chercher le 1 le 0,1 le 10 Est-ce que ça a un gros impact parce que ça, c'est des petites nuances, mais si je compare, par exemple, au Canada versus si je compare au Québec? Oui, le rapport fait le choix d'utiliser les seuils qu'on appelle des seuils provinciaux.
Pourquoi? C'est un choix méthodologique parce que si j'utilise le seuil national ou le seuil du Canada, le Canada, en moyenne, a des revenus de seuil. Donc, autrement dit, si je veux faire partie, par exemple, du 1 % le revenu pour faire partie du 1 % au Canada va être plus élevé qu'au Québec. Donc, si j'utilise les seuils nationaux, par exemple, mes percentiles, il n'y aura pas 1 % de la population dans chaque strate de percentile. Je vais avoir, par exemple, dans le bas de la distribution au Québec, peut-être plus qu'un % dans un percentile et dans le haut, ben, peut-être que je vais avoir juste 0,5 % de la population. Donc, c'est plus une distribution qui est équivalente entre les percentiles et ça vient sous-estimer les inégalités, surtout que les seuils pour le reste du Canada sont plus élevés. Donc, si je dis, par exemple, que le Canadien moyen du 1 % gagne 200 000 contre au Québec 100 000 bien, il y a beaucoup plus de gens qui vont se trouver dans le 1 % au Québec si je mets le seuil de 100 000 contre 200 000. Donc, on sous-estime les inégalités en disant, il y a beaucoup moins de personnes dans le 1 %, il y a beaucoup moins de gens qui gagnent ces hauts revenus-là si on utilise les seuils nationaux. Donc, le choix méthodologique, c'est vraiment de représenter qu'est-ce qui se passe ici au Québec et non pas en utilisant les seuils d'ailleurs. C'est comme dire si j'utilisais le seuil d'un autre pays pour me comparer, ça n'aurait pas réellement la représentativité que je voudrais, puis ça n'expliquerait pas les écarts, par exemple, entre les gens avec des très hauts revenus et des bas revenus ici. Donc, moi, ce que je veux comprendre, c'est ce qui se passe ici, d'où le choix d'utiliser les seuils provinciaux. Puis le 200 000, c'est un exemple, c'est pas les chiffres réels. Non, c'est pas réel, mais ça s'approxime plutôt à 240 quelques mille au Canada, puis plus comme, je dirais, un petit peu au-dessus de 150 000 au Québec. Donc, il y a quand même des différences. Dans le 1 %? Oui, exactement. Attends, excusez-moi, je sais que... Fait que le top 1 %, pour être dans le top 1 % au Québec, au-dessus de 150 000, tu peux dire que tu es dans le top 1 %. Oui. Puis, par contre, si tu veux être dans le top 1 % au Canada, il faut que tu fasses plus que 240. À peu près, oui. Grosso modo, c'est ça. Donc, ça explique pourquoi on fait les choix qu'on fait. Parce que le Québec a juste des revenus qui sont un petit peu plus faibles, mais le coût de la vie est plus faible aussi. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas considérer dans notre étude, mais en choisissant les seuils provinciaux, on est capable de les considérer quand même. Mais ça, c'est un point important, puis on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui, mais le coût de la vie est plus faible ici qu'à l'extérieur. Fait qu'il y a une explication des revenus plus faibles au Québec qui peut s'expliquer par le coût de la vie qui est plus faible. Oui, dans une certaine mesure. Là, je veux oui, dire que c'est pas juste ça. Levier, Là. mais c'est ça, oui. C'est un des éléments. Oui, un des éléments. OK. Intéressant. Puis, les rapports, vos analyses méthodologiques, vous semblez les avoir faits sur 2 décennies. Mais dans ces décennies-là, on a eu une pandémie qui a affecté l'économie mondiale. Comment vous avez fait pour que les années 2020, 2021, 2022 viennent pas biaiser l'ensemble de vos résultats dans vos analyses? Mais la plupart des analyses qu'on fait, c'est qu'on va faire la comparaison du début de la série longitudinale à 2019 pour voir vraiment le réel taux d'inégalité parce que 2020, il faut faire attention. Pour le revenu de marché, on n'a pas eu le temps de définir encore, mais le revenu avant impôt et avant transfert, on a vu beaucoup plus d'inégalités parce que les personnes qui ont été mises à pied, malheureusement, c'était souvent des personnes qui avaient des faibles revenus, qui sont plus vulnérables. Et donc, les gens qui avaient, des hauts revenus, surtout des gains en termes de capital, par exemple, qui détenaient des actions dans des compagnies de papier de toilette, ont pu s'enrichir énormément durant cette période-là. Donc, il y a ces choses-là à considérer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment une analyse jusqu'à 2019 et après ça, on regarde qu'est-ce qui se passe avec la COVID. Puis, malheureusement, la COVID, on a vu après impôt, parce qu'il y avait des grandes mesures comme la PCU, qu'on appelait la prestation canadienne d'urgence dans ce temps-là, ou encore pour les étudiants, la PCUE. C'est des choses qui ont aidé les inégalités. On a vu une réduction des inégalités durant la COVID après impôt et après transfert, parce que le gouvernement avait un effet redistributif très, très important. Par contre, maintenant, quand on regarde les données 2024 qui sont sorties, mais on remarque que c'est un effet qui était vraiment temporaire. Les inégalités ont repris, dans le fond, leur cours normal de 2019. Donc, on est revenu au niveau de 2019. Et ce qu'on a connu en 2020 et 2022, c'était vraiment un creux temporaire, dans le fond. Et si je me ferais pas d'amis, là, mais mon commentaire personnel, je comprends que ça réduit les inégalités. Mais on s'entend, moi, on a donné du cash à n'importe qui, n'importe comment. Puis, ça, c'est
comment ça a été géré, cette affaire-là, personnellement. On pourra refaire un podcast un jour là-dessus. On n'a peut-être pas, je regarde, on n'a peut-être pas la même vision, toi et moi, ça va être parfait, on va pouvoir en discuter. Mais c'est ça. C'est pour nombre de personnes que, selon moi, n'auraient pas dû... je l'avais dit dans un autre podcast, on connaît tous quelqu'un qui a touché une PCU qu'on se disait que normalement, il n'aurait pas dû avoir droit. Mais... Comme les prêts aux entreprises. Oui, ça, ceux-là, il y a eu beaucoup d'abus avec les prêts aux entreprises. Le prêt aux entreprises, la CUSC. Ça, c'est un autre sujet. Le nombre d'entreprises, le nombre de personnes qui ont pris ça, qui sont sorties des dividendes après. Puis ça, en tout cas, bref. Ouais. On va aller dans le contenu du rapport parce que là, on va divaguer. Camille, tu as déjà mentionné quelques définitions. Tu as parlé de revenus de marché, tu as parlé de revenus disponibles. Mais est-ce que tu aimerais compléter ces définitions-là, maintenant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le corps des rapports? Puis, qu'est-ce que ça révèle sur l'efficacité de redistribution de la richesse du gouvernement d'avoir ces deux définitions-là différentes de revenus? Je te dirais qu'il y a même 3 définitions qu'on peut utiliser. Les rapports, eux, se concentrent sur 2, mais on a le revenu de marché, le revenu total et le revenu disponible. Donc, du côté du revenu de marché, c'est tout le revenu qui me revient avant impôt, avant transfert. Puis, ce qu'on fait dans les études, c'est qu'on intègre le gain en capital parce que le gain en capital est très, très concentré dans le haut de la distribution des revenus. Souvent parce que les gens qui sont capables d'épargner ou d'investir dans des choses qui leur rapportent des gains en capital sont des gens qui ont une liquidité et donc des hauts revenus. Donc, c'est important d'intégrer cette composante-là pour être en mesure d'avoir vraiment un juste portrait des inégalités. Puis, ça vient chercher un petit peu le côté patrimoine que tu disais. Donc, si ton patrimoine te fait faire des gains en capital, ben ça va être compté quand même dans tous les revenus d'intérêt, revenus de gains en capitaux, revenus d'emploi. C'est pas juste le revenu de salaire. Là. Non. Ça vient chercher les revenus de dividendes. Exactement, mais ça s'arrête, par exemple, si jamais tu as une entreprise puis tu as un profit dans ton entreprise puis que tu laisses le profit dans l'entreprise, ça, c'est pas des choses qui sont comptabilisées. OK. Donc, c'est pas des choses... C'est pour ça que les comptes nationaux distribués sont plus intéressants à ce niveau-là, donc le DINA, parce qu'eux vont venir chercher ces composantes-là pour les équivaloir à la hauteur du PIB. Donc, ça vient chercher tout ce qu'on sous-estimerait dans les inégalités, ça le met en lumière. Donc, les inégalités, je présume, augmentent lorsqu'on prend ces données-là. Oui, quand on utilise des comptes nationaux distribués, il va y avoir une augmentation des inégalités qui est notable dans les différents... si on comparait les 2 rapports, par exemple. Ça, c'est le rapport de décembre. Oui, exact. Donc, il y a aussi pour revenir aux définitions, il y a le revenu total. Le revenu total, c'est vraiment tous les revenus, incluant les transferts. Donc, par exemple, quelqu'un qui est un retraité, qui n'a aucun revenu d'emploi, mais qui reçoit sa pension, ben, dans le revenu total, lui, il va avoir pas un revenu de 0 dans sa déclaration, mais un revenu de la hauteur de sa pension, donc mettons 30 000 par année, disons. Puis finalement, il reste le revenu disponible ou le revenu après impôt, après transfert, que j'appelle également. Donc, c'est le revenu, dans le fond, qui reste pour consommer. Donc, une fois que les impôts sont passés, que tu as reçu tes transferts, qu'est-ce qui te reste pour être capable qu'est-ce que tu peux utiliser comme argent pour être capable de te nourrir, de te loger, de consommer? Grosso modo, ça, c'est le revenu qu'on appelle disponible. Donc, ça va affecter, en effet, les résultats d'inégalité, comme tu mentionnais tantôt, parce que si j'utilise le revenu de marché avant la redistribution, j'ai des gens qui remplissent leur déclaration de revenus et qui ont $0. Même, il y a des gens qui remplissent puis c'est négatif. Donc, il faut se dire que, rendu là, si tu as un revenu négatif contre quelqu'un qui gagne, je sais pas, des millions et des millions avant de se faire imposer, ben il va y avoir énormément plus d'inégalités dans cette définition du revenu, bien entendu. Puis à l'inverse, lorsque j'utilise le revenu disponible, ben, mon individu qui gagnait un revenu négatif, ben, lui, va avoir eu des allocations, va avoir eu, par exemple, de l'aide gouvernementale qui va faire que son revenu devient positif, puis l'autre personne, dans mon haut de la distribution, va avoir été taxée, imposée à travers toutes sortes de mécanismes qui va faire que son revenu disponible est plus faible. Donc, ça rapporte les 2 personnes plus proches l'une de l'autre et donc, mes inégalités sont plus faibles lorsque j'utilise la définition du revenu disponible. Est-ce que c'est... Je t'écoute puis je me dis, quand on parle d'inégalité de revenus, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi l'hypothèse qui doit être prise pour dire que je vais prendre mon revenu de marché ou mon revenu de marché, donc avant les distributions. Ben, je me dis, il me semble que c'est d'induire le lecteur ou la personne qui va lire le rapport en erreur de venir dire « Ah, ben voici tes inégalités, mais by the way, j'ai pas tenu compte
de la redistribution de la richesse, puis des allocations, puis des revenus gouvernementaux, que les pensions, etc., que les autres personnes vont recevoir. Maintenant que tu me dis, que je me dis, mais voyons donc, quelqu'un qui m'arrive, qui me dit mes inégalités basées sur le revenu de marché, personnellement, je me dis, c'est pas bon. Ça serait quoi, dans quel contexte est-ce qu'on pourrait dire, cette donnée-là va être pertinente dans tel contexte parce que X, Y, Z? C'est pertinent dans le contexte où tu es un décideur public, tu es comme, est-ce que mon effet redistributif fonctionne, puis à quelle hauteur? Parce qu'au Québec, on voit des inégalités de revenus de marché qui continuent à augmenter. Donc, s'il n'y avait aucune intervention de l'État, on aurait des inégalités croissantes à chaque année. Donc, les gens s'enrichissent dans le haut de la distribution. Puis, dans le bas de la distribution, on voit des gens qui s'appauvrissent. Donc, si on n'intervient pas, on voit cette augmentation-là. Puis, des fois, on voit un genre de découplage où le haut de ma distribution va s'améliorer. Mais d'un autre côté, les inégalités après impôt, après transfert restent stables. Ce qui veut dire que l'effort gouvernemental est de plus en plus grand si je ne vois pas une augmentation des inégalités aux revenus disponibles. Donc, ça veut dire que l'État intervient de plus en plus, mais si tu interviens, des fois, tu veux aussi adresser ce qu'on appelle les leviers qui font en sorte que tes inégalités au niveau du revenu de marché sont de plus en plus importantes, puis de dire il y a un moment où l'État sera plus capable de redistribuer autant puis de permettre de maintenir le niveau qu'on a actuellement. Donc, il faut peut-être que j'adresse c'est quoi les facteurs qui sont la cause de cette augmentation flagrante-là au niveau du revenu de marché, puis là, ça peut être intéressant de le tenir en compte. Donc, juste de comprendre un peu c'est quoi vraiment les composantes qui affectent ces choses, les inégalités et d'être en mesure de les cibler. Par exemple, pas nécessairement à travers l'effet redistributif, mais dire, je sais pas moi, la technologie fait en sorte que il y a de plus en plus d'inégalités de revenus de marché. Ben moi, je vais réglementer ce secteur-là. Donc, c'est des choses où ça peut être intéressant. Je crois que tu m'as convaincu. Est-ce que tu me permets de reformuler? Absolument. Voir si j'ai bien compris. Parce que dans le fond, aller faire une étude sur les inégalités au niveau du revenu de marché, donc avant impôt et avant transfert, c'est utile si je veux justement comparer avec mes inégalités après pour venir voir quel est mon effort gouvernemental, est-ce qu'il fonctionne ou non. Et si jamais je vois que mes inégalités de revenus de marché augmentent, mais que mes inégalités après distribution restent pareilles ou même diminuent, ça veut dire que mon effort de redistribution fonctionne, entre guillemets. Mais que dans le fond, si je ralentis la tendance, là, ça veut dire que mes inégalités vont repartir en tombe. Donc, le gouvernement est très, très investi. Et là, plus que le gouvernement est investi, plus que l'on peut se dire, oui, mais est-ce que c'est son rôle? Fait que dans les décisions gouvernementales, tu m'as convaincu. C'était super bien expliqué. Je suis convaincu que tes étudiants sont très heureux de t'avoir parce que c'était bien expliqué. Puis toi, ça n'a pas pris trop de temps pour me convaincre. Fait que j'avoue que finalement, c'est très pertinent les inégalités au niveau du revenu de marché et du revenu disponible, ne serait-ce que pour comparer l'effort gouvernemental. Parlant d'effort gouvernemental, on est dans le vif du sujet, là. Le Québec se distingue par un niveau d'inégalité plus faible. On sort le champagne. Moi, j'aime ça, le champagne. J'aimerais que tu dises comparer à quelle autre province, parce qu'en ce moment, il y a un groupe de professionnels qui n'arrêtent pas de dire qu'ils vont déménager. Fait que que l'Ontario. Ah fait que le Québec a un niveau d'inégalité plus faible que l'Ontario. OK, parfait. Mais pourquoi? Ça peut être En fait, on regarde revenu de marché. Même là, il y a quand même une différence entre le Québec et l'Ontario. Donc, à la base, les sous-composantes dont je discutais tantôt ont clairement un impact déjà sur la manière dont le revenu est distribué à la base. Mais l'effort gouvernemental est aussi très, très important au Québec. En fait, on a un taux effectif moyen de transfert qui est plus élevé que dans les autres provinces. On a aussi un taux effectif d'imposition qui est plus élevé que dans les autres provinces. Donc, autrement dit, notre effort redistributif est plus important qu'ailleurs. Donc, surtout en termes de revenus disponibles, on est capable d'aplatir un peu les inégalités. Ils n'ont pas vraiment connu de croissance au niveau du revenu disponible depuis une dizaine d'années à cause de l'effort redistributif. Donc, on fait un peu mieux par les choix de société, autrement dit. Mais pourquoi donc, le taux marginal... Vas-y. Non, mais c'est ça. Donc, on paye déjà beaucoup d'impôts, donc on en redistribue beaucoup. Donc, notre taux d'imposition marginal est-il plafonné? Est-ce qu'on pourrait encore améliorer cette situation-là en mettant encore plus d'impôts, en augmentant notre taux marginal, puis
améliorer encore parce qu'on veut éviter d'avoir des inégalités sociales. Donc, est-ce qu'on pourrait pousser notre taux marginal d'imposition encore plus élevé au Québec? Ça, c'est une question qui se répond vraiment par la théorie. Il y a des gens qui vont avoir des opinions personnelles d'un côté ou de l'autre, c'est sûr, mais je pense qu'il faut y aller vraiment théoriquement. Déjà, le Québécois moyen, il y a à peu près 75 % de la population qui met les inégalités sociales comme étant une préoccupation politique pour eux. Donc, c'est quand même le 3/4 des gens. En termes du niveau du taux effectif marginal d'imposition, il y a une certaine limite à un point qu'on appelle, dans le fond, le point optimal dans un concept qu'on appelle la courbe de Laffer. Puis la courbe de Laffer, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les revenus du gouvernement vont augmenter jusqu'à un certain taux où est-ce que la personne va se dire que le taux est trop élevé puis que ça ne vaille plus la peine qu'il travaille autant. Il va donc diminuer son travail et ce qui va faire que les revenus du gouvernement, par conséquent, vont diminuer. Le taux du Québec optimal, difficile à dire. Il y a des experts qui disent qu'on l'a déjà dépassé. Il y en a qui disent qu'on pourrait l'augmenter. C'est un débat qui est continuel. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus dans cette veine-là? Difficile à dire, je pense. Mais en théorie, il y a un point où si on va trop loin, on crée un désincitatif à travailler. Donc, est-ce que tu es confortable de nous dire ton opinion personnelle sur est-ce qu'on l'a atteint ou non au Québec? Si je combine avec le fédéral, parce que c'est important, parce que si je prends juste le taux du Québec, parce qu'au Québec, on s'entend, on a le Canada et le Québec. Et là, souvent, juste un petit mythe que j'entends, là, au Québec, on est les seuls à avoir 2 impôts. C'est parce que dans le reste du Canada, le taux provincial est inclus dans le taux fédéral. Tout le monde paye les impôts fédéraux et provinciaux. Au Québec, c'est juste qu'on a 2 déclarations distinctes, fait qu'on le voit vraiment distinctement. Mais tout le monde, même si vous allez en Colombie-Britannique, vous allez une déclaration, mais vous allez avoir quand même de l'impôt provincial à payer. Mais je pose la question, considérant le taux fédéral et du Québec, ton opinion, t'es pas obligé de répondre. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait augmenter encore puis aller plus que 53 % sur le salaire ou... Je peux répondre avec une opinion. Ben, en fait, vous allez devoir me croire, j'ai fait un travail de session là-dessus à la London School of Economics il y a 2 ans. Puis j'ai calculé celui pour le Canada en moyenne avec des bases théoriques et j'ai fait des hypothèses en me tenant compte dans la littérature. Et celui moyen au Canada était à peu près à 51, puis on avait déjà atteint la limite. Donc, on ne pouvait pas l'augmenter plus. Après, vous inférez ce que vous voulez pour le Québec. Ce que je peux dire, c'est qu'il existe beaucoup d'autres façons d'aller chercher des revenus gouvernementaux pour redistribuer. On peut penser à une taxe sur le luxe. On en a déjà une au Canada, mais... Elle est abolie, là. Vous voyez, je suis pas au fait, mais voilà où la taxe sur les gains en capital qui était censée augmenter en juin l'année dernière, qui a justement été rétractée par le premier ministre Carney. Donc, c'est des choses qu'on peut aller chercher, ou encore la taxe sur l'impôt sur le profit des entreprises, par exemple. Donc, il y a d'autres mécanismes qu'on est capable d'aller sillonner ou du moins étudier, qui n'est pas nécessairement le taux effectif marginal d'imposition. Parce que celui-là, puis moi, je me fie à la théorie. Donc, j'ai mon opinion personnelle après... je la garde pour moi, mais comme je dis, en théorie, on a déjà atteint, mais il y a des pays qui vont même plus loin, comme les pays scandinaves vont plus haut que notre 53 % et les gens continuent de travailler. Donc, est-ce que la théorie a raison? Encore une fois, mystère et boule de gomme. Je peux dire que la pratique rejoint la théorie ici. Je me souviendrai toujours quand, il y a quelques années, quand il y avait un autre parti au pouvoir au Québec qui avait décidé d'augmenter les taux. Puis, il a mis une nouvelle braquette. Puis, littéralement, j'étais en pratique à ce moment-là. Et le lendemain que le ministre avait annoncé qu'il augmentait les taux, on avait littéralement reçu des appels des clients, des personnes fortunées au Québec qui disaient « C'est quoi mes conséquences si d'ici 1 mois, je suis parti en Ontario? » Fait que c'était du sérieux. Puis le monde là, était prêt à payer des centaines de milliers de dollars de l'heure à un fiscaliste pour établir les conséquences. Il disait « Moi, je suis tanné, je suis écœuré, ils veulent m'augmenter ça. On paye assez. » Puis c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas, mais si tout ne réalise pas, mais si vraiment le top 1%, le top 10, le top 1% décide de tout s'en aller en Ontario, on est dans le trouble tantôt, là, sur un moyen temps. Je pense. De ce que j'ai compris, ils contribuent quand même pas pire à la cagnotte, là. Oui, bien, ils sont clairement, quand tu gagnes, je sais pas, 10 millions, puis que tu contribues à hauteur de 5 millions en termes d'impôts qui vont ensuite être redistribués, si tu as comme 4000 personnes comme ça qui partent au Québec, qui s'en vont vers l'Ontario, c'est sûr que ça fait mal dans le fond,
au coffre-fort du gouvernement provincial. Là. C'est sûr que ça a un impact. Petite expérience personnelle, justement, on avait un client qui était assez fortuné, puis il n'était pas parti à cause des impôts, mais parce que son enfant étudiait en Ontario, puis il avait dit « Ah, je vais me rapprocher de mon enfant », puis il avait déménagé en Ontario. Ça n'a même pas pris... Puis tu sais, c'était quelqu'un là, qui c'était une couple de millions là, par année, ses déclarations de revenus personnels. Ça a pris mais 1 an. Là. On va dire qu'il déménage en 2024. Là, fait qu'en 2024, chou, déclaration de départ. 2025, il produit pas. 2026, là, Revenu Québec appelle. Oui, bonjour, on a pas reçu votre déclaration. Ça a été... J'ai jamais vu Revenu Québec autant sur le gun sur quelqu'un de dire c'est quasiment pas s'il l'appelait par son prénom, là, on va dire Marjorie. Marjo, oui, T'es parti? T'es parti? Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu nous envoies une couple de centaines de mille, on n'a rien, ça va dessus, veux-tu qu'on en discute? Puis on a dit, puis là, il avait vraiment déménagé, donc c'était facile de montrer qu'il avait quitté. Mais quand tu dis là, tous les éléments pour voir si quelqu'un a vraiment déménagé, là, maison, liens familiaux, permis de conduire, RAMQ, institutions financières, ils ont tout essayé pour essayer de le ramener. Puis finalement, à la fin, ouais, effectivement, il a déménagé. Là, tu venais d'enlever une portion là, importante. Là, Wow. Oui, ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Donc, on ne touche pas au taux d'imposition. À 51 tes travaux de recherche ont démontré que c'était plafonné. Par contre, de ce que je comprends, les rapports démontrent qu'un outil tel que la progressivité de la taxation demeure utile. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus puis me dire pourquoi? Mais oui, c'est important d'avoir des taxes et des impôts qui sont progressifs parce qu'on veut pas que le fardeau retombe sur les plus vulnérables. Donc, par exemple, si on pense à la taxe, la TPS ou la TVQ, des taxes à la consommation, si jamais il n'y avait pas de retour pour les plus vulnérables, c'est eux qui porteraient le plus gros fardeau. Puis, par fardeau, je veux pas dire ils payent le plus gros montant parce que c'est sûr que mon millionnaire québécois qui va acheter, par exemple, une seconde résidence ou un yacht ou peu importe, là, un hélicoptère, va payer plus en termes de volume, mais la personne qui dépense, par exemple, 85 de son revenu pour se nourrir, pour se loger, pour être capable de se déplacer, va payer une plus grosse partie ou proportion en pourcentage de son revenu en termes de taxes à la consommation. Donc, c'est important que nos impôts puis nos taxes soient progressives pour pas que ce fardeau-là retombe sur les plus vulnérables et les moins aisés. Donc, ça, c'est super important. Puis, comment c'est construit actuellement au Québec? C'est déjà, au niveau des impôts, c'est progressif. Il y a des taxes qui le sont moins. Par exemple, la taxe sur l'essence. Tout le monde est assujetti de la même façon. Donc, quelqu'un qui a besoin de sa voiture parce qu'il habite en région plus rurale, parce que ça coûte moins cher pour se déplacer au travail puis qui dépense énormément en essence, va avoir un fardeau qui est plus important qu'une personne qui a l'opportunité de vivre en ville, au centre-ville, puis qui n'a pas besoin de voiture, par exemple. Je te dirais que récemment, même en ville, tu as besoin d'une auto. Il y a quelques grèves ces temps-ci qui viennent complexifier les déplacements. Écoute, je te remercie, Camille. C'est super intéressant. Je vois le temps qui file. Je pense que c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour cet épisode-ci, mais définitivement, on a encore plein d'autres questions. Fait qu'est-ce que tu acceptes de rester avec nous pour un second épisode? J'accepte volontiers. Merci de l'invitation. Ben, merci beaucoup. Fait que, écoute, on va terminer ça aujourd'hui. On va terminer ça là-dessus aujourd'hui. Puis, on va te revoir dans un prochain épisode. Puis, on va continuer nos questions parce que je vois que tu as plein de réponses. C'est super intéressant. Donc, bien, merci à tous pour votre attention. Et sur ce, à la prochaine fois. Merci.